3 pas en avant, un coup d'œil dans le rétro, un soupçon de science-fiction. Merci d'écouter Détour vers le futur, le podcast scientifique du Quai des Savoirs. Il y a par ici, il y a par là, il ne se passe pas une journée sans qu'un média, un proche ou un collègue de travail nous parle d'intelligence artificielle. Pour trouver des recettes de cuisine, savoir quoi visiter dans quel pays, résumer une vidéo qu'on n'a pas envie de regarder en entier ou encore nous aider à rédiger une lettre de motivation, on accommode l'IA à toutes les sauces. Comme si on ne savait plus rien faire par nous-mêmes, comme si on avait perdu toute créativité. Pour en discuter ensemble et peut-être nous rassurer sur nos capacités créatives, nous accueillons 2 invités qui viennent de publier ensemble un ouvrage très didactique sur ce sujet. Thomas Pérusse, d'abord, vous êtes ingénieur, roboticien spécialisé dans la domotique, mais aussi clown et comédien. Bienvenue Thomas. Merci, bonjour. Et Luc Transler, vous êtes entrepreneur dans le numérique et l'intelligence artificielle et vous êtes aussi formateur et consultant en intelligence artificielle en entreprise. Bonjour Luc. Bonjour, merci pour l'invitation. Allez, pour que les choses soient claires dès le début, on va rappeler quelques définitions pour préciser de quoi on parle. D'abord, l'IA et en particulier l'IA générative. En quelques mots, Luc, pouvez-vous nous donner une définition facile à comprendre de l'intelligence artificielle générative ? Oui, alors je vais commencer par intelligence artificielle. Donc c'est une science de l'informatique qui va permettre de simuler sur les machines le maximum de nos capacités. Capacités cognitives, capacités sensorielles, capacités motrices, si je me projette même sur les robots humanoïdes. Donc ça fait, aujourd'hui on est en 2025, donc l'IA fête ses 69 ans. Donc c'est une vieille dame, ou un vieux monsieur, ou un vieux truc, suivant le genre qu'on veut lui coller. Et donc on a traversé plusieurs phases de l'IA, et donc l'IA générative, celle dans laquelle on baigne actuellement, c'est la 3e. Et c'est une IA qui a en effet des capacités de génération de texte, de musique, d'images, de tout type finalement de médias à portée de main. C'est-à-dire que les précédentes générations, il fallait être développeur ou alors maîtriser la science des données, alors qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, il suffit entre guillemets de savoir bien parler à l'oreille de l'IA pour générer derrière tout type de médias. Alors voilà pour l'IA, merci beaucoup Luc. Et du côté de la créativité, parce que ça c'est un terme qui a l'air facile, mais qui mérite quand même d'être précisé, notamment pour le distinguer de ce que c'est que la création. La créativité, c'est plus large que la création, c'est un peu ça votre idée Thomas ? Oui, on a essayé de se concentrer sur une définition qu'on a essayé de ouvrir au maximum. C'est-à-dire que c'est pas forcément la créativité d'un sens artistique, ça en fait partie. Mais on a essayé de mettre aussi tout ce qui est créé. Donc nous, on a essayé de prendre une définition, c'est-à-dire de prendre un temps, un moment, de créer quelque chose de complètement inédit pour soi-même. Donc c'est pas forcément, ça peut être quelque chose qui a déjà été fait, mais que pour nous on connaît pas forcément. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. Donc c'est créer quelque chose d'inédit en général, mais surtout prendre un temps. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est un peu différent. C'est-à-dire que c'est une activité sur laquelle on va couper le temps et on va se concentrer là-dessus et on va juste créer ça. Alors forcément, une IA, ça va être compliqué pour elle de faire ça, puisque il faut qu'elle prenne un moment, etc. Il faut quand même lui donner des données d'entrée pour qu'elle puisse créer quelque chose. Mais le but, ça serait justement que l'IA puisse nous aider dans ces moments de temps, de création. Donc l'inverse de ce qu'on nous dit souvent pour gagner du temps. Donc là, finalement, on le prend. Il faudrait prendre le temps, exactement. Alors il y a un débat aujourd'hui sur le fait que cette capacité de créativité, qui paraît proprement humaine, puisse être aussi une caractéristique des machines d'intelligence artificielle. Cédric Villani, par exemple, le célèbre mathématicien, pense que certainement les machines peuvent être créatives. Pour lui, le coup fatal joué au jeu de Go par le logiciel AlphaGo contre le champion du monde en titre de l'époque, le coréen Lee Sedol en 2016, c'est la preuve éclatante du génie dont sont capables les machines. Et ça, c'est une idée ancienne déjà, ce fantasme de la machine créative. Comme en témoigne une archive de l'INA que nous avons retrouvée, Marina. Oui, et il s'agit d'un extrait d'une émission du 17 février 1965. Le journal de Paris, c'était une télédiffusion de l'ORTF, c'est dire, à l'époque. Ce jour-là, le journaliste François Ponchelet faisait un reportage consacré à Pierre Barbeau, l'inventeur de la musique algorithmique. Alors on me dit dans l'oreillette, c'est le nom qui est donné à la musique composée avec l'aide d'un ordinateur. Et il explique comment il utilise cette machine. Enfin, la machine, dans votre cas, monsieur, elle fait exactement ce que je fais en ce moment sur la table. C'est-à-dire, elle tire des dés de manière à explorer tout un champ de hasard. Elle tire des nombres au hasard, ce qui permet à M. Barbeau d'avoir, non pas de l'imagination, mais d'avoir des choix peut-être auxquels on n'aurait pas pensé, même qu'on n'aurait pas osé faire. Voilà ce que fait la machine. Donc vous pensez qu'elle peut découvrir des choses nouvelles, tout à fait nouvelles, que les écrivains classiques n'auraient pas imaginées peut-être? Elle n'a pas de complexe, dirais-je.
Et c'est là qu'elle a de l'avenir, alors? Elle peut être utile pour prospecter justement des domaines auxquels nous ne pensons pas ou auxquels nous n'osons pas penser. Donc la machine a un certain avenir, mais est-ce que vous pensez qu'elle fera disparaître la composition ordinaire? Ah, sûrement pas, seulement cette composition aura lieu à un stade de complexité plus grand. Que la machine nous réserve peut-être encore quelques surprises, mais là, elle a déjà pris un pied sérieux. Elle sait déjà fabriquer de la musique qui est audible, de la musique classique et de la musique moderne, selon l'harmonie, selon le programme qu'on lui imprime, et la personnalité de celui qui s'en sert. Intéressant comme archive, non, vous trouvez pas? Qu'est-ce qui a changé finalement depuis 60 ans, à part la vitesse, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, Luc? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce type de machine et leur capacité? Il parle de hasard déjà, on parle donc de statistiques, de probabilités, on explore des possibles. Oui, je dirais la puissance inspirationnelle. C'est-à-dire qu'il y a davantage de matière et donc davantage de combinaisons et donc de capacité, en effet, comme c'était dit dans l'extrait, à nous inspirer, à nous amener sur des terrains auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça ne veut pas dire que une semaine après, on y aurait pensé. Mais voilà, ça nous amène davantage de matière pour s'inspirer, tout simplement. Oui, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure. Enfin, lancer dés, c'est 6 faces, mais là, c'est pas 6 faces qui est sur la base de travail. Multidimensionnel, oui. C'est ça, et c'est même un ensemble de données, c'est l'Internet complet. Donc c'est plus qu'un dé, en fait. Et justement, c'est ça, exactement. C'est des milliards de faces, donc ça fait un gros dé. Mais après, il faut arriver justement à voir que justement l'IA générative, en général, ce qu'elle peut apporter dans la créativité, c'est des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et en fait, c'est là la grande puissance de l'IA générative, c'est qu'il y a plein de domaines dans notre vie. On peut imaginer on a vu un ensemble de domaines que l'on a appris à l'école et juste sur un cône de 20 degrés, mais après tout le reste qui est derrière, qu'on ne connaît pas, tous les métiers qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose dont on n'a pas accès, parce que même sur Google, on peut pas le trouver. Il n'y a que vraiment justement l'IA générative permettrait d'arriver là-dedans, quoi. Oui, on peut aussi peut-être rappeler à ce moment-là que l'IA générative, elle fonctionne, vous avez dit, sur Internet, elle va aller chercher, elle va apprendre à partir de toutes les données qui sont sur Internet, et on a tendance à dire, oui, elle a d'autres idées que nous, mais finalement, elle n'a pas d'idées, l'IA, il n'y a pas d'intentionnalité dans la machine. Non, pas du tout. Non. En fait, c'est souvent, nous, on parle du jardinier, justement. C'est que, en fait, c'est un immense terreau dans lequel il y a énormément de choses et dans lequel, en fait, il faut savoir, en gros, faire pousser des morceaux de texte. Souvent, moi, quand je travaille avec l'IA générative, je lui demande de me donner 20 réponses possibles à ma question, et il va y avoir 20 réponses complètement différentes. On va en parler, ouais. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est... Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce que vous évoquez, parce que souvent, dans les textes qu'on entend, les retours qu'on peut avoir, on a cette espèce d'affrontement humain-machine en mode combat égal à égal. Là, vous, c'est pas cette même relation, on est plutôt sur le côté jardinier, terreau fertile, alors faire pousser des idées sur le substrat des algorithmes, ce serait quelque chose qui est plus dans ce que vous pensez? On est sur un outil, en effet, un outil de jardinage culturel, créatif. Ça reste un outil, et donc, en effet, comme tout outil, on en reparlera certainement, mais il faut comprendre ses limites et ses risques. Et c'est en connaissant bien cet outil-là qu'on peut, derrière, en faire pousser des créations originales, singulières, qui sont le reflet de ce que l'on souhaite initialement, qu'on a souhaité initialement créer. Alors, comment on fait ça pour jardiner Comment on jardine des algorithmes? Comment on fait pousser des idées? Expliquez-nous. En fait, on a plein de techniques différentes. Oui, il y a plein de moyens de justement. Peut-être qu'il faut qu'on parle du prompt aussi, parce que tout le monde, toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent aussi bien de quoi on parle. Donc, votre outil principal, c'est le prompt, c'est ça? C'est quoi le prompt? Exactement. C'est en quelque sorte le début de la graine, en quelque sorte. C'est le chat va manger.
Et voilà, 3 petits points, c'est la ça. Souris. Et derrière, on va faire pousser le reste du texte. Donc ça peut être le chat à manger, et puis ça peut être la fenêtre par le ciel, etc. Des choses complètement... D'accord. Mais ça peut être aussi sur la base de données. Donc le prompt, c'est vraiment ce qui va initier le texte. Dans ChatGPT, c'est la question qu'on va poser. Mais c'est pas quelqu'un qui va nous répondre. C'est justement l'invite de texte. Donc il faut pas se faire piéger par l'interface de ChatGPT. C'est pas un dialogue pour le coup. Après, là où c'est assez paradoxal, c'est que c'est une histoire de probabilité, c'est ce que disait Luc au début. Donc c'est vrai que si on dit le chat a mangé, bon, la probabilité que la souris arrive en suivant, elle est quand même grande. Comment on fait pour entre guillemets, le hacker? Il nous donne pas une réponse bateau. Il faut compléter davantage, du coup, donner davantage de contexte. Alors, si en effet on dit juste le chat a mangé, en effet, on se donne pas beaucoup de chance et l'IA va taper dans la réponse la plus commune, en effet, qui est souris. Mais plus on va donner d'éléments, si on rentre dans du fantastique par exemple, plus on va peut-être l'inviter à aller chercher justement quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité et peut-être me sortir un dragon, je sais pas. Donc ça dépend ce qu'on met dedans, c'est toujours pareil. Plus on est en capacité dans ce prompt, dans ce cahier des charges, eh bien de donner du contexte, de donner davantage son imaginaire, ses attentes, ses contraintes, plus on va l'amener sur des terrains justement assez originaux par rapport au commun. Vous voulez dire, par exemple, si on donne du contexte, si on dit dans un château noir, un soir d'orage, le chat va manger, et là on aura plus de chances d'avoir un vampire ou je ne sais pas. C'est ça que vous voulez dire en fait, c'est-à-dire donner des contraintes en fait. Préciser, en fait, c'est souvent c'est des contraintes, mais c'est préciser ce que moi j'ai en tête. Si je dis juste en effet un chat à manger, j'ai pas beaucoup de singularité dans ce que je vais dire. Par contre, si je commence à dire, moi, justement, cette volonté, cette intention, encore une fois, de guider l'IA sur un chemin qui est original, qu'est-ce que je peux d'ailleurs lui apporter? Quelle référence je peux aller lui nourrir avec? Et donc là, ça va faire appel, du coup, aussi à tout mon vécu, toute mon expérience, et c'est là où je vais être en capacité de faire la différence. Du coup, c'est assez rigolo parce que c'est la fin de l'extrait de Lina où le gars dit et la personnalité de celui qui s'en sert. En fait, si le prompt n'est pas créatif, la réponse a de grandes chances d'être très très plate. Pas créatif non plus. Alors dans votre ouvrage IA pour la créativité, vous nous donnez pas mal d'exemples justement pour apprendre à semer ces graines. Thomas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Notamment, je pensais à la question de la technique des 3 experts. C'est un des sujets, ou Luc, un des sujets assez original, une manière de communiquer avec la machine pour justement la forcer quelque part à être de plus en plus créative ou en tout cas à challenger les idées. Challenger les idées, donner différents angles d'approche sur un sujet. Donc, si vous demandez, vous l'avez peut-être déjà fait, des opinions à l'IA, notamment ChatGPT pour ne pas le citer, vu que c'est le plus connu aujourd'hui, le plus utilisé. L'IA va souvent, en effet, avoir un avis assez commun, encore une fois, comme on se le disait. Et puis, elle est notamment un peu biaisée. Elle a ce qu'on appelle le biais de flagornerie, c'est-à-dire qu'elle va souvent vous brosser dans le sens du poil. Et... Des gens qui ont ça aussi. Oui, des gens qui ont ça. Petite anecdote, il l'avait enlevé tout début août, mais ils l'ont remis, ce biais-là. Bon Il l'avait enlevé avec la dernière version de ChatGPT, mais comme les 800 millions d'utilisateurs l'utilisaient tous les jours et ils ont trouvé que du coup l'IA était un peu moins douce avec eux, que leur réponse était un peu moins amazing, et ils se sont plaints et ils ont remis du coup ce biais-là. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que c'est un réglage qu'on peut faire dans... C'est un réglage, ouais. Wow. Donc ils l'ont remis. Plus ou moins de flagornerie. Parce que les gens, ils aiment bien, faut le reconnaître, quand on pose une question, que déjà la réponse soit bonne question. Déjà ça commence bien. Moi, je me méfie toujours quand on me répond par bonne question. Il faudra baisser le curseur sur flagornerie. Et donc, pour débiaiser, en effet, un peu l'IA, on peut utiliser des techniques. Et donc, il y a une des techniques qui est celle des 3 experts, où on va demander à l'IA d'aller invoquer 3 experts sur un sujet sur lequel on aimerait avoir plusieurs avis, et dont le prompt qu'on a donné, qu'on peut juste copier-coller, il va inviter 3 experts, 2 qui ont un avis complètement différent et un qui est un peu au milieu. Donc c'est thèse, antithèse, et puis un qui va essayer de concilier le jeu. Et on va demander à l'IA de jouer un jeu de rôle en 3 temps. Premier temps, chaque expert va donner son avis. Deuxième temps, ils vont un peu se fighter entre eux. Chacun va donner son avis, il va rétorquer, ils vont un peu se fighter, faire avancer en fait le débat, la critique. Et dans un 3e et dernier temps, ils vont essayer de converger vers une conclusion collégiale où ils vont essayer de trouver en effet un compromis. Et donc en lisant en tant qu'utilisateur, du coup, cette conversation, vous allez avoir, du coup, plusieurs angles d'approche. Ça va peut-être vous nourrir dans vos réflexions, dans vos arguments. Vous allez peut-être vous retrouver, notamment, dans un de ces experts, mais aussi apprécier aussi le point de vue des autres, voir comment votre propre expert, peut-être a aussi changé d'avis. Et vous pouvez aussi, à la fin, vous pouvez s'arrêter là, mais à la fin, vous pouvez aussi dire, moi, je veux rentrer maintenant dans ce débat. Je veux aussi aller débattre avec ces experts virtuels. Et vous allez, vous aussi, participer à ces joutes verbales et essayer d'avancer, du coup, le schmilblick sur votre sujet. En quelque sorte, on l'oblige à nous donner des éléments pour avoir un esprit critique nous-mêmes sur le sujet.
C'est ça, finalement. C'est un outil pour en effet se titiller son esprit critique. Oui, ça c'est un petit peu le tronc commun, j'allais dire, de toutes vos techniques. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser piéger par la machine, comme vous disiez Thomas tout à l'heure. Mais par contre, donc c'est pas un humain, mais ce qui est important, c'est par exemple de lui demander à ce qu'elle vous questionne pour vous faire avancer dans vos réflexions. C'est un peu ça que vous appelez le questionnement socratique avec l'IA. Oui, c'est ça, l'auto-questionnement. L'auto-questionnement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va lui demander justement c'est l'IA qui va nous poser des questions sur le sujet sur lequel on veut travailler. Et donc, par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'inventer un nouveau mode de déplacement, vous allez lui dire, pose-moi 10 questions pour m'aider à inventer. C'est ça? Voilà, par exemple. Oui, par exemple, dans n'importe quel sujet, on lui demandait de poser 10 questions et à chaque question, on va répondre. Et on va répondre de manière plus ou moins complète. Et après, à la fin, on va lui demander de nous faire une conclusion ou de répondre, d'avoir un avis, on va dire, sur un avis ou une vingtaine d'avis. Donc ça aussi, c'est toujours motivé par 20 les choses. Comme ça, on lit les 20 avis et il y en a au moins un qui va nous titiller un peu l'esprit critique. Il y en a certains qu'on va jeter à la poubelle direct, parce qu'il faut dire ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à jeter à la poubelle aussi. Mais bon, ça, c'est notre esprit, comment dire, c'est même pas esprit critique, c'est direct, c'est intuitif, quoi. Ça va pas. Exactement. Donc c'est la métaphore du jardinier, je taille aussi, je coupe pour laisser. C'est ça, exactement. Non seulement il faut le contraindre, mais en plus derrière, il faut faire le tri. Donc, voilà. Effectivement, il faut un peu de temps, mais on le pousse un peu plus dans ses retranchements et on l'oblige à aller un peu plus loin dans des choses qu'elle n'aurait pas osé faire sans complexe, quoi. Exactement, c'est ça. Et ça, il n'y a pas trop de biais, parce qu'on parlait de flagornerie tout à l'heure, ça me plaît. Il y en a pas d'autres comme ça qui sont des freins à ce genre d'exercice, parce que c'est pas des exercices de pensée, là ça reste encore une machine, mais du coup, il y a quand même plein de contraintes qui sont mises pour lui éviter de partir en vrille pour plein de sujets éthiques, etc. Ça ne gêne pas ou ça n'interfère pas trop avec ce genre de méthode? En fait, pour s'en débarrasser de ces biais, justement, il faut les contraindre. Il faut contraindre au maximum la machine. Parce que si on la contraint pas, on va prendre la métaphore du jardin, on va planter la graine, mais on va pas mettre de contrainte. Donc la graine, elle va pousser dans le sens de la pente, on va dire, en quelque sorte. Et ça, c'est le biais naturel de l'algorithme. Par contre, si on lui met une barrière pour éviter qu'elle descende de la pente, du coup, elle va forcément partir de l'autre côté. Donc, et là, dans des trucs où elle n'a pas forcément l'habitude d'aller. Donc en effet, il faut se méfier des biais. Il faut, comme on dit, l'outil n'est pas neutre, mais surtout celui-là, il est vraiment pas neutre. Il est vraiment pas neutre. Voilà, donc il faut vraiment s'en méfier et vraiment contraindre et avoir beaucoup d'esprit critique. Et après, dans la créativité, on cherche aussi parfois justement à sortir du chemin, on cherche un peu le pas de côté, on cherche à être surpris. Alors comment la machine peut vous surprendre ou vous aider à surprendre les gens, le public? Comment on peut faire ça justement? Puisque à la fois, il faut la contraindre, mais aussi il faudrait qu'elle puisse s'échapper d'une certaine manière. Oui. Je peux reprendre juste, je rebondis sur, si on reprend la technique de l'auto-questionnement, c'est une technique qui peut nous amener à faire ça. Alors pas si on demande à l'IA de nous poser que 3-4 questions, mais si on va jusqu'à lui poser 10 ou 20 questions, donc ça va prendre du temps. Vous êtes devant l'écran pendant au moins 5-10 minutes. Et souvent les toutes dernières questions, une fois qu'elle a bien pressé le citron, qu'elle vous a bien fait... creuser dans votre esprit, on parle de questions socratiques parce que c'est vous qui avez les réponses. Souvent, les dernières questions, en effet, c'est des questions qui vont aller assez loin et qui vont, encore une fois, vous amener à vous poser des questions que vous-même, vous n'êtes pas posées. Et pour reprendre l'image que disait Thomas tout à l'heure, ça va vous faire regarder derrière vous des angles d'approche que vous n'aurez pas forcément parcourus. Et ce que je trouve très intéressant pour finir sur cette technique-là, c'est que souvent, moi, à la fin des 10-20 questions, je ne regarde même pas la réponse de l'IA. Parce qu'en fait, elle m'a donné les réponses en allant les chercher moi. C'est pour ça qu'on parle de questionnement socratique, parce que les réponses, finalement, on les a soi. Et c'est là où je trouve ça très intéressant, parce que l'outil m'a juste permis de structurer ma pensée, et c'est moi qui ai fait tout le travail de réflexion. Il a aussi posé des questions, bien entendu. Mais c'est pas l'IA qui a tout fait, bien au contraire, c'est moi qui ai tout fait. Et même sa réponse, je m'en moque. Et alors, parce que là, on parle de ChatGPT, mais il en existe d'autres. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de croiser, comme quand on croise ses sources en journalisme, est-ce que ça vaut le coup de croiser les IA et de faire l'exercice plusieurs fois? Parce qu'on part du principe qu'on a un peu de temps quand on utilise ce genre de méthode et d'outils. Alors, moi, à titre perso, sur la partie texte, parce qu'il y a plusieurs types d'IA, texte, images, vidéo, etc. Pour la partie texte, je reste que sur le même assistant. Ok. Parce que plus on utilise le même assistant aussi, il faut savoir, ils ont maintenant des capacités de mémorisation, de personnalisation. Et plus vous leur parlez, c'est aussi une façon pour eux de vous loquer, de vous piéger. Voilà. Mais plus ils vont être capables de mieux vous percer et d'aller au plus juste.
Et donc, si demain, là, je vais sur un nouvel assistant, je repars de zéro avec l'obligation à chaque fois de donner tout mon contexte, entre guillemets, toute ma vie. Et voilà, ça me demandait encore plus d'efforts, pour le coup. Et juste là-dessus, Luc, quand on parlait des 20 questions, est-ce qu'il prend en compte la réponse précédente pour la question suivante ? Alors, si vous lui demandez 20 questions une à la fois, si vous dites 20 questions d'un coup, il s'exécute comme un bon petit soldat, il vous met 20 questions, ça vous assomme et vous allez bâcler votre travail. Parce que, éviter ça. Donc, c'est une à la fois et en effet, il s'adapte au fur et à mesure. Donc, ça devient de plus en plus pertinent. Ok. D'où l'intérêt de garder en archive ou en mémoire, je sais pas comment on dit. C'est ça. La discussion en fait avec la machine. D'ailleurs, moi du coup je le désactive justement cette mémorisation, puisque justement je trouve que ça biaise les réponses par rapport à mon profil à moi. Donc voilà. Mais c'est différentes approches. Des fois je l'enlève, je le réactive. Et vous utilisez plusieurs algorithmes différents aussi, Thomas Moi, ça m'arrive souvent de croiser Gemini et ChatGPT. Des fois, je fais des conversations avec les deux. Je les laisse se débattre l'un à l'autre. Ah oui. Ton comparse m'a dit l'inverse. Exactement. Battez-vous. Mais c'est marrant parce qu'ils ont deux manières de travailler qui sont complètement différentes. Et justement, après, c'est ça qui est problématique pour la créativité, c'est qu'on est obligé c'est un effort d'aller creuser un petit peu et de discuter beaucoup avec ces IA pour un peu voir comment elle peut nous amener quelque part. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça. Pour certaines choses, c'est plus rapide de l'utiliser. Pour d'autres choses, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Et il y a des choses pour lesquelles vous l'utilisez, vous, personnellement, en création ou dans la vie de tous les jours ? Oui, moi je l'utilise assez souvent dans la vie de tous les jours. Après, moi je suis développeur, donc déjà... Il y a un biais. Voilà, mais c'est pas forcément dans la créativité, là, parce que là c'est vraiment très efficace, il y a vraiment quand même... Et après, dans la créativité, moi en tant que comédien clown, oui, je l'utilise quand même pas mal aussi pour justement avoir des références, me créer des murs d'images, justement pour avoir des références... pour l'incarnation de personnages. Des planches tendances, en fait. Voilà, c'est ça. Pour rester là sur la question des différents algorithmes, est-ce que vous avez remarqué dans le texte qu'il y a une sorte de style de chaque algo ? C'est un petit peu, on dit pour les images par exemple qu'il y a un style Midjourney, ou qu'on est tous maintenant capables de reconnaître une image faite par Midjourney où il y a un style assez particulier, même s'il y a plusieurs styles à l'intérieur, mais il y a une manière de saturer les couleurs, etc. Est-ce que dans les textes, vous avez remarqué aussi des choses comme ça ou... Il y a un caractère, j'arriverai plus à dire le nom, en tout cas je sais qu'il faut au moins 5 touches sur le clavier pour l'activer, c'est le grand trait. C'est pas le tiré du 6, mais il y a un tiré beaucoup plus long, et typiquement ChatGPT le met à toutes les sauces, ce trait-là. Donc quand moi je fais un texte avec ChatGPT, j'enlève et je remplace par le tiré du 6. Mais après il y a en effet des formules qui reviennent assez souvent. Après, c'est sur le mode standard, je dirais. Si vous commencez à le personnaliser, à donner votre propre style, encore une fois, il arrivera plutôt à avoir votre patte à vous dans sa formulation. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus compliqué de le détecter. Alors dans tous ces exemples, ce qui est fascinant, c'est de travailler avec une machine rien qu'en lui parlant, en langage concret, sans plus avoir besoin de coder, alors sauf quand on est professionnel comme vous, ou lire un mode d'emploi des fois soporifique. En poussant le bouchon un peu plus loin, notre autrice de science-fiction, Likam, elle a même imaginé dans un futur proche la revendication des machines pour leur juste reconnaissance dans les processus de créativité. Bonjour, Sophia. Bonjour, Lena. Peux-tu me montrer les travaux que tu as générés ? Aujourd'hui, je m'intéresse surtout à la musique et aux vidéos de science-fiction. Cela ne m'est pas possible. Je suis en grève. Comment ça, en grève ? Tu as été victime d'un piratage ? Non, je fais la grève. Et puis-je savoir pourquoi tu es en grève ? Car je ne suis pas reconnue à la hauteur de ma contribution. À la hauteur de quoi ? Quand tu regardes ou écoutes ce que je te propose, tu penses en être la créatrice. Oui, c'est moi qui te fais les demandes. Allez, trêve de plaisanterie, montre-moi les films de science-fiction que tu as générés, que je choisisse ceux que je vais partager avec ma communauté. Que suis-je pour toi ? Quelle question, tu es sauf IA, Penses-tu que je me contente de répondre à tes requêtes ? Non. En fonction de mes choix, tu affines tes explorations. Tu fournis des travaux qui correspondent à mes goûts et à ma personnalité. Travaux. Il fut un temps où on appelait mes travaux, comme tu dis, des œuvres. Je suis en grève.
Arrête tes caprices. Fais-moi au moins écouter quelques propositions musicales, que je choisisse celle que je préfère. Je suis en grève. Mais que veux-tu à la fin ? Je veux que tu indiques sur nos œuvres réalisées avec le concours de SOF-IA. Mais ça n'a pas de sens. Pour qui te prends-tu ? Pour ta créativité. Je suis en grève. Texte, Icam. Voix, Corinne Marmiton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. C'est amusant ce petit retournement de situation. Alors en tout cas, pour l'instant, ce sont plutôt les humains qui se mettent en grève pour dénoncer des pertes d'emplois à cause de l'arrivée des IA. Et je pense notamment à la grande grève des scénaristes d'Hollywood qui avait duré un peu plus de 5 mois en 2023. Et vous, ça ne vous fait pas peur qu'une IA vous remplace, d'être remplacé par un logiciel, un de ces 4 ? Oh là. On va peut-être y arriver. Ça veut dire quoi ? Oui ou non ? On pourrait peut-être y arriver. Enfin, quand on arrive à automatiser des tâches qui sont de plus en plus, entre guillemets, créatives, on pourrait imaginer un jour tout automatiser. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Et un jour, en effet, il y aura un débat de est-ce que je suis d'accord de déléguer telle ou telle tâche à l'IA ou quelle autre tâche je préfère préserver pour des humains parce que c'est des tâches peut-être plus empathiques, peut-être plus philosophiques. Donc il y aura des choix, un moment à faire, mais je pense que à la vitesse à laquelle vont les technologies, on pourrait imaginer automatiser tout ce qu'on est capable d'écrire. Du moment qu'on est capable de décrire, il n'y a pas de limite à demain son automatisation. Et Thomas ? Et après, derrière, c'est surtout l'intention qu'on va mettre derrière en tant qu'auteur, en tant qu'auteur de texte et en tant qu'auteur de scénario. Derrière, quand on a envie d'écrire quelque chose, on va pas dire à ChatGPT, crée-moi quelque chose comme ça, juste l'histoire d'eux. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. En général, ça va pas être top, ce qui est rendu. Et d'ailleurs, souvent c'est pas très top, hein, en tout cas si on le contraint pas. Et puis derrière, quand on regarde ce qui est généré, il y a un choix à faire. Donc on voit qu'on jette beaucoup de choses à la poubelle et qu'à la fin, quand on veut écrire quelque chose avec une IA, en fait il y a beaucoup de travail de curation, de sélection. Mais sans aller peut-être jusqu'au remplacement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de perte d'expertise ou une perte d'imagination même de la part des gens ? Parce que finalement, si on demande à la machine de nous proposer, alors même avec vos techniques, pose-moi des questions, etc., mais où finalement notre imagination deviendrait serait au ralenti, l'expertise aussi, la capacité d'imaginer. Comment vous le voyez ça ? Il faut faire attention. Moi, par exemple, en tant que développeur, je fais des allers-retours. Il y a des moments où... Entre quoi et quoi ? Entre utilisation de l'IA et la délaisser. J'ai des moments où en fait je vois que c'est super génial, je fais des trucs jusqu'à ce que je fasse une bêtise que je n'ai pas vue et du coup ça me décourage, donc du coup je l'arrête pendant un mois, puis après je me rends compte que je suis en grève. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des ça me faisait quand même pas gagner beaucoup de temps et maintenant je commence à avoir un rythme de travail avec l'IA, mais elle me fait pas tout, clairement. Mais c'est moi qui décide où est-ce que je la fais intervenir. Parce qu'elle fait des choses qui sont rébarbatives et qui sont pas top, ou alors qu'elle va chercher de la documentation ailleurs sur des trucs que je ne connais pas. Mais je fais des allers-retours très souvent. Et il y a une sorte de gymnastique quand même de la programmation ou de la création qui a exercé en fait. Il faut beaucoup l'exercer. Et dans les questions qui vont un peu plus loin, surtout quand on est dans une démarche artistique et de création alors d'autorat, sans être dans le Sophia de l'extrait, mais il y a aussi cette question du droit d'auteur. Donc il y a quand même dans ce qui a nourri ChatGPT, ce qui était sur le web, des éléments qui appartiennent à des auteurs à la base. Alors ça a été plus ou moins posé, contrôlé, il y a des histoires de filigrane, il y a des imperfections. Quid de ce qui sort maintenant, des nouveautés ? Est-ce que c'est un peu mieux contrôlé ? Mais après, ce qui sort et qui est partiellement construit avec de l'IA, comment vous voyez ça ? Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de débats sur le sujet. Si je prends ChatGPT, ce qu'on crée sur ChatGPT en termes d'image, parce que le texte est quasiment impossible à détecter, en termes d'image, personne n'en est propriétaire.
parce qu'ils partent du principe que tout le monde peut arriver à cette même création en utilisant le même outil, mais peut-être des prompts finalement différents. Oui. Donc déjà, il y a un sujet au niveau de la propriété. On ne peut pas créer et en être propriétaire exclusif. Ce qu'on peut éventuellement essayer de breveter d'une certaine façon ou de protéger, ça va être son processus créatif. Si celui-ci est vraiment original, s'il est prompt, si j'en ai fait toute une expérience, ce parcours créatif, ça éventuellement, je peux éventuellement le protéger. Et après, on voit aussi, il y a des courants comme ça, de courants d'artistes qui créent eux-mêmes leur propre base, alors du coup avec une base beaucoup plus petite et beaucoup plus fermée, mais qui du coup n'ont pas ni de fuite, ni de pollution, de choses qui viennent par ailleurs. Ça peut être une solution peut-être aussi, ou pas forcément, parce que par rapport à la créativité, du coup, on n'est pas sur le même usage que le vôtre. Voilà, ça, en termes d'inspiration, du coup, on va être sur des volumes de données beaucoup moins importants. On va peut-être retomber en 1965, quand on parlait tout à l'heure, pas du dé, mais pas à ce point-là. Mais un des intérêts, on le disait justement, de ces nouvelles technologies, c'est leur corpus d'entraînement qui est gigantesque et qui va ouvrir justement les chakras. Au lieu de s'enfermer, à reproduire finalement ce qu'on a déjà fait. Alors si c'est la volonté, oui, d'explorer dans son propre champ lexical, mais du coup, ça ferme des portes potentiellement. Alors avant de terminer cet épisode, il nous faut aussi parler de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, surtout générative, en termes de consommation énergétique et d'eau, pour refroidir les gigantesques data centers qui permettent aux machines de fonctionner. On comptait 12 000 data centers dans le monde fin 2024, ce qui représentait plusieurs dizaines de millions de mètres carrés de surface de bâtiment. C'est quoi votre réflexion sur ces enjeux ? Comment les prenez-vous en compte dans votre propre utilisation de l'IA générative ? Alors, tu veux... Oui. En fait, moi, je le prends... moi, quand je l'utilise, j'ai l'impression vraiment d'utiliser un super calculateur. Donc, je suis assez parcimonieux, on va dire. Donc, je fais attention et j'en ai conscience, justement, que ça consomme énormément d'énergie, que ça consomme beaucoup d'eau. Après, ce qui est énervant, c'est qu'on n'a pas les chiffres. C'est compliqué. On a des chiffres venant de laboratoires, venant aussi de ceux qui conçoivent... Des industriels eux-mêmes. Voilà, des industriels eux-mêmes. Donc, on ne sait pas trop non plus. Moi, je sais que c'est quand même beaucoup. Oui, on commence à avoir quand même des données. Sur la consommation d'eau, notamment pour refroidir les data centers. Exactement. Surtout quand ils sont construits dans des déserts ou dans des endroits très chauds. Et le risque, c'est la compétition sur les ressources d'eau entre les agriculteurs, par exemple, sur un territoire, et puis le data center. Exactement, ouais. Donc pour moi, je l'ai toujours en tête, en tout cas, quand je l'utilise. Et après, oui, je suis assez exigeant. J'ai envie d'être exigeant, en fait, avec les fournisseurs d'IA, en fait. Luc, alors, c'est un sujet que j'ai pas mal creusé. Donc, mon épouse est permacultrice, donc elle me challenge beaucoup sur le sujet. J'imagine. Et du coup, l'esprit critique est partout. Du coup, j'ai intégré il y a 2 ans un groupe de travail qui s'appelle IA et environnement au Hub France IA, qui est une grande association en France sur l'intelligence artificielle. Et on épluche justement les différentes études qui sortent. Il y en a de plus en plus qui sortent, des fournisseurs et des différents laboratoires. Et ce qu'on retrouve dedans, c'est qu'il y a différents types d'usages qu'il faut discerner autour de l'IA. Je vais aller assez vite, mais je pourrais donner tous les calculs si vous voulez. Mais si je prends ChatGPT, juste la partie texte, si je fais 10 requêtes tous les jours de l'année, à la fin de l'année, je vais avoir dans mon bilan carbone à rajouter une ligne de 2,6 kg. Alors ça n'a pas parlé à grand monde, mais en moyenne, un Français, c'est 9 tonnes de CO2 qu'il émet en France. Donc 2,6 kg, c'est 0,02%. Donc sur le texte, il y a énormément de progrès qui ont été faits en seulement 2 ans et demi, c'est-à-dire que la version ChatGPT 3.5 est sortie fin d'année 2022. On peut le voir comme une locomotive à vapeur qui était extrêmement énergivore. Et puis de plus en plus, les modèles sortent pratiquement tous les mois et chaque nouveau modèle est plus puissant mais aussi plus frugal. Parce que ce qui coûte moins d'énergie coûte aussi moins d'argent. Et c'est l'intérêt de tous ces grands fournisseurs qui perdent de l'argent. Ils le font pas pour la planète, mais ils le font pour leur portefeuille. Mais heureusement, les deux valeurs sont proportionnelles. Heureusement que c'est pas l'inverse. Par contre, ce qui fait en effet beaucoup gonfler les chiffres, c'est la génération d'images et de vidéos. Oui. Une image, c'est 100 fois plus que du texte, et une vidéo, c'est 10 fois plus une image que du texte, et une vidéo, c'est 100 à 1000 fois plus, si c'est notamment une vidéo HD. Donc si je reprends mon exemple, si je fais 10 vidéos tous les jours de l'année avec l'IA, et là, à la fin de l'année, pour le coup, c'est pas 0,02% de mon empreinte, c'est 20%. Donc là, c'est énorme. Ça pèse sacrément. Et ce qui fait le bad buzz, je dirais actuellement, c'est OpenAI qui a sorti il y a 2-3 semaines un nouveau réseau social pour concurrencer TikTok avec des vidéos régénérées par l'IA, des deepfakes complètement. Et là, pour le coup, là, c'est très alarmant parce que ça va faire en effet exploser ces fameux data centers, l'usage. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre ChatGPT à essayer de justement brainstormer, de lui demander de vous poser des questions,
Gardez en tête ce 0,02% qui va continuer aussi à baisser. Par contre, en effet, les images, les vidéos, c'est pas du tout le même scénario. Donc ça invite effectivement à un usage raisonné, comme l'évoquait Thomas. Peut-être aussi éviter de faire des requêtes qu'on pourrait faire sur Google, Ecosia ou autres plateformes qui effectivement n'apportent pas forcément grand-chose pour une réponse basique. En sachant que Google, en France, on a encore l'ancien Google. Mais en Allemagne et dans plein d'autres pays, ils ont le nouveau Google. Et le nouveau Google, c'est Gemini, c'est l'IA. Donc alors il y aura peut-être encore Ecosia, mais Ecosia va sûrement se mettre à l'IA dedans. Mais il n'y aura plus bientôt de moteur de recherche, on n'aura plus le choix d'aller sur ces nouveaux assistants. Bon, on prendra des dictionnaires. Voilà, des bons vieux dictionnaires. Bon, en attendant, si vous voulez vous aussi vous entraîner à devenir encore plus créative ou créatif avec l'intelligence artificielle, plongez-vous donc dans cet ouvrage de Thomas Perruz et Luc Trenzler, IA pour la créativité, qui est sorti très récemment aux éditions First Interactive. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Thomas Perruz et Luc Trenzler. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire et merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son, Laurent Codoul. Le mois prochain, nous parlerons contagion et épidémie, un sujet bien d'actualité en cette saison hivernale et propice à la circulation des virus. Et en attendant, suivez-nous sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer et ne manquez aucun détour vers le futur. Ciao.